Merci Geneviève, on vous écoute. Ça va marcher? Je suis pas sûre. Si, ils vont lancer le PowerPoint. Bonjour. Alors, ouais, je vais voir. Ça marche pas? Si, voilà. Ah bah. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce prix. Et puis et aussi parce qu'en fait, j'ai écrit ce livre pour qu'il soit lu au-delà des cercles écologiques, en fait, et des sociologues également, et donc qu'il soit lu par vous et que vous y ayez trouvé un intérêt. C'est pour moi particulièrement important parce que je parle d'une méthode d'ethnocomptabilité qui me semble pouvoir aussi faire des passerelles avec des formes d'enquête sociale et qui invite aussi à enquêter autrement et à prêter à des formes de quantification. Et il n'y a pas de petite quantification, même si c'est des tout petits effectifs, on évalue en permanence d'une certaine manière et on compare aussi des populations et donc voilà, donc j'ai écrit un livre énorme sur une toute petite histoire et donc je vais vous en parler maintenant. En fait, cet ouvrage, alors je sais pas si on voit, mais je crois pas. Si. Cet ouvrage, en fait, c'est une partie d'une grosse enquête que j'ai menée pendant 10 ans dans différentes campagnes sur l'écologie, l'engagement écologique, que j'ai qualifié d'alternative écologique rurale. Et le mot alternatif, c'est le mot que j'ai utilisé, qui est pas forcément le mot employé par les personnes auprès desquelles j'ai enquêté, mais parce qu'en fait, il n'existe pas de termes englobants comme il en existait dans les années 70 où on parlait de hippie ou de communard. Dans les années 80, 90, 2000, 2010, il n'y a aucun terme qui s'est complètement imposé. Et pourtant, cette population rétive contraire à la notion de progrès, de capitalisme et d'industrie, se maintient depuis que le progrès, l'industrie et le capitalisme existent. Et donc, l'idée, c'était d'identifier à nouveau cette population et de la décrire le plus précisément possible, sachant qu'elle s'inscrit dans une continuité très très longue depuis, en tout cas, avec ce qu'on appelait des milieux anarchistes au début du XXe siècle. Donc, cette enquête sur les alternatives écologiques rurales, et donc je précise bien écologique et rural, parce que l'avantage autre du terme alternatif, c'est qu'il peut être accompagné d'adjectifs. C'est ce que donc je précise. Donc je connais pas, en tout cas, elles sont en lien avec des alternatives écologiques urbaines, mais moi, mon prisme est rural. Et si je vois la ville, c'est du point de vue de ces allers et retours dans des zones rurales. Ça, c'est un autre point. Et je précise aussi que le terme alternatif, j'ai fait une enquête sémantique auprès d'ouvrages publiés depuis une trentaine d'années. Il n'est pas approprié par l'extrême droite. C'est très rare. Alors peut-être qu'il y a une évolution vu la captation et la capacité de l'extrême droite à avoir des formes de prédation sur des termes. Mais en tout cas, ça permet du coup, par l'emploi même de ce qualificatif, de marquer que je travaille donc sur l'autre extrême de l'échiquier politique qui nous a été présenté tout à l'heure, qui est donc l'extrême gauche, en tout cas le peuple de gauche des campagnes, c'est comme ça qu'on pourrait les qualifier. Et c'est d'autant plus important de le signaler qu'a émergé, mais justement avec ces fameux camps d'extrême droite, une autre population que du coup moi je qualifie, je lui donne un terme unique qui est survivaliste et qui comme ça parfois quand vous regardez des tutoriels ou quand vous allez sur internet, vous pouvez confondre ces populations parce qu'elles peuvent vivre en habitat léger, elles peuvent prôner la récupération d'eau de pluie, une consommation locale et puis le fait de auto-fabriquer une partie de sa subsistance. Et pour autant, il ne s'agit pas du tout du même positionnement politique. Et un des moyens sûrs que j'ai fini par élaborer au fur et à mesure de mes enquêtes, c'est que ces alternatives écologiques, moi, que j'ai étudiées, sont éminemment hospitalières. C'est des chantiers ouverts au public. Elles ne sont pas du tout fermées.
Et si fermeture il y a, c'est parce qu'elles paraissent inaccessibles. C'est qu'on ne sait pas que quand il y a ce sentier, si on le suit jusqu'au bout, on arrivera dans un champ peuplé d'habitats légers. C'est plutôt des formes de discrétion, mais il n'y aura pas de clôture. Et ça, c'est assez quelque chose qu'on retrouve aussi, par exemple, dans le bocage de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui fait partie des terrains d'enquête que j'ai étudiés. Et donc, ça, voilà, c'était aussi un point que je voulais faire pour faire une transition avec ce qui a été dit auparavant. Et puis pour faire une autre transition avec ce qui a été dit auparavant, cette population alternative, elle se décline en deux grands groupes. Et moi, ce qui m'a intéressé de montrer, c'est que ces deux groupes n'étaient pas dissociables. C'est ce que j'ai appelé des luttes frontales. Donc, vous en avez une tout près d'ici, qui est, par exemple, la lutte contre la construction de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, qui, là, ce sont des luttes paratonnerres, en fait, hein, c'est-à-dire qu'elles vont absorber la violence d'État, elles vont aller sur le front, faire venir aussi toute une population militante qui va converger et s'afficher dans ce territoire rural. Et là, j'y voyais une partie de mes enquêtés aussi converger, hein, aller sur ce territoire-là. Mais c'est comme si c'était la face immergée d'un iceberg, sachant que la grosse partie de l'iceberg se trouve sous les radars de cette médiatisation et se met non pas contre l'État, mais tout contre, c'est-à-dire dans des formes de subversion, de résistance discrète, très localisée et très négociée avec un milieu de vie en fait qui sera propice à ce que ces alternatives s'installent. Pour encore faire un lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, hein, il y a très clairement des communes qui vont favoriser ce type d'implantation, en tout cas fermer les yeux, tandis que d'autres vont pourchasser cette population. Donc c'est une population alternative et écologique qui vit donc de manière feutrée, mais n'est pas pour autant ignorée de la part d'instances de répression. Et donc là aussi, il y a des formes de répression administrative importantes. Et donc c'est aussi à ce titre-là que ça m'intéresse de parler avec vous, parce que les services sociaux peuvent faire partie de cette instance de répression. Au sens où c'est du contrôle social qui va venir, c'est des soustractions d'enfants, parce que les enfants n'habiteraient pas dans des habitats avec l'eau et l'électricité, les réseaux, parce qu'ils habiteraient dans une roulotte, ou parce que justement, il y aurait des formes de coparentalité partagée, ou un accouchement à domicile, ou énormément de marqueurs en fait, ou une santé, la médecine dite alternative, et donc autant d'éléments que les personnes que j'ai rencontrées, ça va jalonner leur trajectoire, où ils vont se retrouver, elles et ils, se retrouver à un moment donné face à des instances qui vont les obliger en fait à justifier du bien fondé de leur existence. Donc une partie de mon enquête s'est déroulée à partir d'entretiens biographiques. J'adore faire des récits de vie, je trouve que c'est extrêmement, extrêmement important. Et puis j'ai fait des séjours aussi ethnographiques, mais quand je revenais voir mes collègues et que je leur disais, c'est vraiment... ils vivent bien, c'est bien, c'est une belle vie. Enfin, j'avais une sorte de... Comme on débrief, et ils me regardaient de travers en me disant, elle est enchantée. Elle a été enchantée, elle a été maraboutée, elle a été... on l'a capté. Donc, en gros, ce sont des utopies. Et pire encore, on me disait, ce que tu décris, c'est de l'illusion biographique. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. C'est tous des personnes subventionnées par leurs parents. Ils ont tous fait un héritage, c'est des gens très riches, qui se bohèment, qui vont faire un écart, et puis qui vont s'installer, et puis après, ça disparaît. Or, moi, je ne voyais que de la persistance, je voyais absolument une plus grande diversité sociale que celle qui m'était donnée. Et par ailleurs, je faisais des entretiens toujours assortis de la visite du lieu, et puis des entretiens boule de neige dans un territoire, ce qui fait que j'entendais les uns parler sur les autres. Donc je commençais quand même à avoir des preuves assez tangibles de formes d'existence qui ne correspondaient pas aux stéréotypes qui m'étaient renvoyés, donc l'éphémérité. Et donc, à ce moment-là, m'est apparu que mes outils de sociologue, mais je pense à vous aussi, vos outils de travailleurs et travailleuses sociaux, est-ce qu'ils vous équipent pour voir des formes de permanence, de résistance,
de vie extrêmement politisée, ou des formes de coopération aussi, dans la mesure où tout dépend ce qu'on regarde et comment on zoome, et est-ce qu'on a le temps de zoomer. Moi, il se trouve que je suis chercheuse à plein temps, j'ai le temps de zoomer, donc je me suis accordé ce temps et je l'ai fait de façon démesurée. Vous allez, enfin, mais c'est parce que précisément, je souhaitais me faire rendre tangible et visible une population caricaturée, qui était souvent brossée à la serpe avec des gros traits. Là où moi, en faisant un tour de France, je voyais énormément d'éléments de variation. Donc je me suis permis donc de faire un zoom sur une petite maisonnette, c'est comme ça qu'on peut la qualifier, donc juste 2 personnes, 37 et 38 ans, qui vivent en yourte avec leur fille de 3 ans, 2 vaches, 2 chèvres, 6 brebis, 12 ruches, une cinquantaine de poules, un panneau solaire, un vieux tracteur, une machine à coudre, des centaines d'outils, 9 hectares de friches et de bois, 4 hectares de prairies, 4 parents entre 5 et 10 km et une fratrie restée dans la région, et une quarantaine d'alternatives aux alentours et du très bon pain. Et là, par ailleurs, quand je vais les voir, je goûte le pain. Je me dis, j'ai la réponse à ma question, le pain est excellent. Mais ce n'est pas une preuve. Donc, en fait, il me faut accumuler des preuves. Et je pense que nous sommes dans un monde où le régime de la preuve est important. Et j'essaie de motiver mes étudiants à continuer à dire, travaillez sur les alternatives écologiques, mais revenez avec des preuves. Parce que c'est précisément ces formes hétérodoxes, non majoritaires, extrêmement minoritaires, qui persistent depuis plus d'un siècle et qui correspondent aussi à des façons de continuer à subsister en étant paysans artisans, dans la continuité d'une société qui n'est pas d'antan, qui est une société tout à fait répandue, un mode de vie très répandu à l'échelle planétaire dans les Suds, où l'industrialisation n'a pas tout gagné. Donc c'est important d'étudier des formes de persistance de sociétés paysannes artisanes dans les sociétés de consommation-production et assiégées par un monde de contrôle social qui veut continuer à marginaliser ce mode de vie. Donc, donner à voir les conditions de félicité de ce mode de vie, et pas simplement les obstacles, mais aussi de félicité. Qu'est-ce qui fait que ça marche là et pas là? C'est un enjeu à la fois scientifique, mais aussi politique. Et ça, donc, du coup, je me suis engouffrée dans le registre de l'accumulation de preuves. Et donc, je ne vous donne pas Je voulais peut-être juste vous montrer peut-être un arrière-plan théorique, c'est que par ailleurs, je travaille beaucoup sur des questions à tout un corpus de textes marxistes, hétérodoxes, anarchistes et écoféministes. Et je trouve que là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que je pars aussi d'un élément extrêmement optimiste. C'est qu'en fait, la société répertoriée par le produit national brut, où le type d'opération économique se trouve en haut de l'iceberg, c'est minoritaire, mais qu'en fait, la majorité des activités humaines se situe sous cet iceberg, et ça correspond à du travail domestique, des coopérations avec des milieux naturels, du travail informel, du travail agricole. Et donc, voilà, ça c'est et pour dire que, en fait, là aussi, on a un rôle à jouer. Est-ce qu'on s'intéresse uniquement à qui gagne quoi avec sa fiche de salaire en payant des impôts, ou est-ce qu'on recherche à visibiliser en fait le fait que la majorité des interactions humaines, quand vous allez voir quelqu'un, vous ne lui demandez pas immédiatement combien il gagne, et que vous avez d'autres moyens, et qu'une partie de son activité d'ailleurs ne se résout pas à son activité de travail rémunérée. Donc l'idée de montrer qu'il y a des formes non rémunérées, on parle beaucoup de care, de soins, et là on est dedans. Donc tout ça pour vous dire que du coup je pars en quête aussi de ce qu'il y a sous la pointe immergée de l'iceberg. Donc je travaille sur des boulangers paysans qui vont échapper aux inventaires, enfin comment dire, aux archives, puisqu'ils habitent dans un habitat léger qui n'existe pas. Théorique, il n'a pas de droit de cité, il est illégal, et donc et cette petite ferme n'est pas enregistrée à la Chambre d'agriculture, et ils sont 2 à être boulangers, mais il n'y a qu'elle qui est déclarée, qui a le CAP. Ils payent des impôts, assurément, mais il n'y a qu'elle. Donc en fait, si vous voulez, les historiens et historiennes, de toute manière, n'auront pas de traces de ces populations, qui en plus sont jamais investiguées par l'INSEE et la statistique publique. Et donc il y a aussi quelque chose d'important de faire trace
avec des personnes qui précisément ne font pas trace et qui pourtant modifient considérablement leur milieu de vie. Donc quels sont les outils que j'ai à ma disposition? J'ai un outil énorme et je ne sais pas si vous le pratiquez, mais c'est le récit. Et ça, je pense que c'est un point fondamental qui fait que donc, j'ai pris le parti de décrire uniquement 9 jours de leur vie, de ces boulangers paysans qui vivent en yourte, mais par contre de façon extrêmement extensive pour être sûr de ne manquer aucune minute, aucune interaction. Et donc de grossir le récit. Et donc je vous épargne, j'aurais aimé vous lire quelque chose, mais il se trouve que c'est plus complexe et je suis très heureuse que tu aies justement pris le parti du récit dans ton exposé. Moi, je vais plutôt vous exposer du coup des tableaux, parce que c'est une autre manière de synthétiser l'information. Donc moi, j'ai travaillé, donc là, c'est une carte qui apparaît pas dans le livre, mais c'est la carte, c'est le vrai fond de carte, mais que j'ai un peu distendu. Et en bleu, vous avez les parcelles sur lesquelles je me suis posée et puis à partir desquelles j'ai fait mon enquête. Puis en vert, c'est tous les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai fait des entretiens, et c'est tous des alternatifs. Rien que cette carte, elle vous dit quelque chose d'assez important, c'est qu'il y en a beaucoup sur peu de kilomètres carrés. Mais ça dit quelque chose d'aussi très important et qui nous rappelle qu'on est dans une société industrielle de consommation, c'est qu'il n'y en a pas tant dans les 1 km² ou 2 km². Ça veut dire que pour rejoindre tous ces endroits, il faut prendre la voiture, il faut utiliser des routes. Et donc, il y a quelque chose là qui montre à la fois une densité, mais aussi, finalement, à l'échelle des sociétés paysannes, artisanes, qui est pédestre. Là, on est dans une échelle d'emblée motorisée. Donc, moi, je vais effectivement, avec eux et elles, prendre la voiture pour rejoindre tous ces points. Et voilà. Donc là, ça vous dit aussi qu'ils sont en lien, en jaune, vous voyez en jaune, des magasins. Et donc, qui sont des magasins conventionnels. Donc là aussi, ça veut dire que, évidemment, les populations alternatives écologiques, aussi puissamment motivées soient-elles par le fait de fabriquer leur subsistance, elles continuent de dépendre de lieux d'approvisionnement locaux, parce qu'en fait, elles ne constituent pas un réseau assez dense de paysans artisans étant en capacité de prendre en compte et d'assouvir tous les besoins. Donc ça, c'est la même carte, mais un peu stylisée. Et donc, l'un des éléments importants de cette enquête, là je vous donne les résultats de la fin, c'était aussi de désenclaver, de montrer qu'à partir de 2 personnes, je captais au moins 80. C'est-à-dire que je n'étais qu'avec Myriam et Florian, mais très rapidement, on voit que leur mode de vie est totalement intriqué, avec une dizaine de copains dans un champ collectif, avec un squat qui est à 20 km, avec des parents qui sont à 5 km. Enfin, en fait, ce mode de vie en yourte et dans un champ n'est pas du tout désocialisé, ni désocialisant, mais au contraire très intégré en fait, dans une sociabilité à la fois amicale, commerçante. Vous avez sur le côté, avec des petites étiquettes, tous les commerces, tous les lieux d'approvisionnement. Et ce qui caractérise leur façon de faire lien, c'est la personnalisation des relations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation anonyme. Ils connaissent bien le vendeur à tel endroit. Et ça fait une sorte de marché parallèle dans lequel tout le monde se connaît. C'est un marché d'interconnaissance. Et c'est un réseau d'interconnaissance. Et il y a très, très peu de gens qui ne connaissent pas. Il y a quelques clients du pain, touristes, qui ne connaissent pas, mais c'est très rare. Donc ça, c'était aussi un point assez important, c'était en comptant qui connaît qui, et en pistant en fait cette interrelation, de sortir de l'imaginaire insulaire, de cette sorte d'îlot. Là, au contraire, c'est même l'inverse, puisque vous savez que quand on achète ou quand on est en relation avec des personnes qu'on connaît, ça veut dire qu'on discute. Donc l'acte même de prêt d'objets, d'emprunt ou d'achat s'accompagne nécessairement de prise de nouvelles et d'une discussion, ce qui prend un certain temps. Au point que j'avais montré ce tableau à un collègue qui m'avait dit « Moi, j'adore la carte bleue, je paye, je discute pas et je m'en vais. Je ne veux surtout pas accompagner une relation marchande d'une relation de discussion. » Donc, en fait, c'est pour dire qu'en fait, ici, on a bien des relations marchandes, mais où l'argent est marqué. C'est-à-dire que l'argent n'est pas donné à n'importe qui, n'importe comment.
Et il y a des vrais... Et c'est là que se loge la politisation du moindre geste. C'est un concept que j'ai essayé de développer. Donc on politise la haine. Eux, ils vont politiser l'amour. Non, je blague. Mais, non, mais c'est ce qu'on va dire justement. Ils vont politiser la coopération. C'est-à-dire que tout le monde n'aime pas tout le monde dans ce petit monde. Il y a beaucoup d'inimitié, mais il y a beaucoup d'amitié. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que précisément, c'est un monde de choix d'alliance, ou de création d'alliances. Et un des points saillants notamment, toujours pour parler de casser l'image de l'isolement, ce sont des personnes toujours alliées avec des gens du coin et du cru, avec des anciens et des anciennes, avec des personnes pas du tout écologistes. Il n'y aura pas, ça c'est un des résultats de mon enquête nationale, il n'y a pas d'implantation d'alternatives écologiques rurales radicales sans alliés du cru et du coin qui vont mettre à disposition des terres, puisque pour s'installer quelque part, il faut bien des terres. Donc je fais donc des cartographies pour essayer de voir un peu ces réseaux, mais surtout mon occupation principale, pas tant sur le terrain qu'a posteriori et en revenant plusieurs fois, c'est de compter. Pourquoi laisser le comptage aux économistes, ou enfin un certain type d'économie? Pourquoi laisser le comptage à des statistiques qui sont sur des énormes effectifs, alors qu'en fait, le comptage fait partie de la vie humaine. Nous passons notre vie à dire, tiens, il y a 2 bouteilles sur la table, mince, j'ai encore 3 minutes qui me restent. Enfin, on est vraiment en quantification ordinaire constante. Et ces quantifications, quand elles sont ordinaires, elles sont extrêmement importantes parce qu'elles racontent des évaluations, c'est-à-dire vous dites à partir de là, ça vaut la peine de le faire ou ça vaut pas la peine. Et puis vous avez des choses aussi que vous le savez en vivant tous les jours, que 1 euro n'égale jamais 1 euro. Et donc il y a 1 euro, là ça va sembler cher, et l'autre euro, ça vous semblera en valoir la dépense. Donc en fait, l'ethnocomptabilité, ça repose sur le fait que si on vous donne des comptes avec des gains et des dépenses, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que vous aurez des choses qui vont paraître étranges. Et vous le voyez, j'imagine, dans les enquêtes sur les ménages, sur comment ils dépensent, et puis des moralisations qui vont avec, ils ont mis tant d'argent pour telle chose et pas assez pour se nourrir, ou des choses de ce type. L'ethnocomptabilité, ça part du principe que justement, l'équivalent universel de la monnaie n'est pas un équivalent universel. Les gens ont des porte-monnaies, en fait, distincts, soumis à des évaluations distinctes. Donc, il faut compter, mais pas n'importe comment. Et donc, là, ils comptent, mais c'est sûr que c'est leur carnet de compte. Et eux, ils ont une façon de compter extraordinaire. Ils comptent que les gains, mais jamais leurs frais. Donc, ça a été à moi. Donc, ça veut dire quelque chose. Hein. Donc, du coup, j'ai décidé de faire une 60aine de tableaux ethno-comptables où j'ai tout compté, tout inventorié, des terres d'abord, puisque c'est la base même de leur infrastructure, mais aussi la vaisselle, les livres, et puis tout ce qu'il faut pour avoir un poulailler, pour avoir un potager, et pour faire du pain, tous les véhicules. Donc j'ai le nombre de ruches, le maraîcher, vraiment c'est les brebis, puisqu'ils ont des brebis, des chèvres, etc. Et donc chaque fois je faisais ces fameux tableaux. Puis j'ai pas simplement compté des biens, j'ai aussi compté du temps. Et là aussi, c'est la même chose. Vous savez bien qu'une heure n'équivaut jamais à une heure. Donc, quand on fait des enquêtes et qu'on dit on passait 6 heures, mais si on nous met de dire que c'est 6 heures de pénibilité intense, évidemment, la qualité du temps n'est pas exprimée par la quantification purement horaire. Donc, j'ai quantifié du temps et j'ai essayé de le quantifier à la fois à la minute près, comme le fait l'INSEE, mais aussi en fonction de leur catégorie à eux de comptage du temps. Donc c'est tout un travail en fait que de repartir des catégories des personnes qui vont identifier différentes formes de temporalité. Les inventaires, donc j'ai fait des inventaires avec combien ça coûte. C'était une manière, à partir de ces inventaires, aussi de savoir ce qui relevait de la récup, ce qui relevait de l'autofabrication, ce qui avait été prêté ou donné par d'autres. Et donc, à partir simplement d'un inventaire, et moi j'invite tous mes étudiants à commencer par faire des inventaires chez leurs enquêtés, on a tout un monde social qui s'ouvre et ça a quasiment des indicateurs de sociabilité, en fait, hein, l'inventaire d'objets. Et par ailleurs, ça permet de décaler, on a parlé d'affect tout à l'heure, on ne parlera donc des affects, mais qu'à partir
de la valeur des objets, en fait. Et ça, c'est aussi une autre manière plus matérielle, certes, mais néanmoins extrêmement signifiante. Donc, j'en viens maintenant à ces types de tableaux, mais là, on voit rien, mais c'est fait exprès, parce que comme ça, vous lirez, vous regarderez dans l'ouvrage. Mais en gros, l'idée, c'est que faire les comptes, ou pour une population surtout qui achète beaucoup d'occasions, qui fait beaucoup de récupération, qui pratique l'hospitalité, qui essaie de se mettre en marge en fait des circuits marchands classiques. Du coup, il y avait un souvenir assez fort des dépenses. Et c'est ce qu'on dit, des personnes qui sont assez peu, qui gagnent très peu d'argent. En fait, elles ont en mémoire les dépenses, puisque les dépenses coûtent vraiment. Et là, du coup, je me retrouvais avec le même type de mémorisation, puisqu'ils achetaient tellement d'occasions qu'ils étaient capables de me dire assez vite combien les choses avaient coûté. Et plus on monte dans l'échelle sociale, plus les gens peuvent oublier combien ça coûte. Pourquoi c'était important pour moi de le montrer, c'est que ça rentrait, comme je vous l'ai dit, dans la question de la démonstration du fait que cette population ne vit pas en marge des circuits monétaires. Elle est accusée de nombreux éléments, dont celui de récupération par le nouvel esprit du capitalisme. Je ne sais pas si vous connaissez cette formule, où on va dire les alternatives, c'est bien gentil, mais en fait, ça fait le jeu ou le lit du capitalisme qui tolère une marge et d'ailleurs qui peut être rémunératrice. Le bio, ça rapporte de l'argent, etc. C'est ces formes de stéréotypes que peuvent véhiculer, j'imagine, les populations d'extrême droite. Donc moi, je me suis dit, je vais prendre cette chose au mot, et je vais essayer de savoir de combien d'euros le capitalisme récupère de cette vie-là. Pas grand-chose, pour tout vous dire. Mais après, voilà, ça fait partie, c'est aussi de ces investigations, c'est de partir de stéréotypes, de les prendre au sérieux et de les déconstruire, ou d'avoir des surprises. Moi, ma surprise était qu'effectivement, par exemple, il y avait beaucoup plus de relations monétarisées que je ne l'avais imaginé, et que, en fait, précisément, c'est avec des personnes avec qui ils sont fâchés qu'il n'y a pas d'échange monétaire. Donc, pour vous donner une autre idée, donc on n'est pas du tout... et les collègues qui travaillent sur les alternatives écologiques radicales ont bien attesté qu'il n'a existé, en tout cas en France, qu'une seule communauté qui s'appelle la Nef des Fous, qui a essayé de vivre sans échange marchand. Mais elle reste très unique. Du coup, ça veut dire aussi qu'à partir de l'ethnocomptabilité, c'est une autre façon de compter l'argent, mais un argent qui est circulant et qui ne vous donne pas lieu à capitalisation. Donc, comment parler d'argent sans que ça rentre dans un circuit d'augmentation d'argent à partir opérations que font des financiers. Donc là, il y a bien des formes d'accumulation, j'ai plutôt vu des formes d'accumulation d'objets en l'occurrence, et des transactions monétaires, mais comme je vous l'ai dit, qui marquent des préférences politiques, mais aussi des préférences pour l'écologie. Donc, je vous épargne tous ces tableaux, mais c'était pour vous dire que tous ces tableaux de comptes sont assez étranges parce qu'ils contiennent plus de texte que de chiffres. Parce que c'est exactement ça dont je vous parlais, c'est que si vous trouvez à recueillir, notamment à chiffrer un mode de vie, c'est compliqué de séparer le chiffrage de l'évaluation par les personnes elles-mêmes, qui, elles, vont vous dire il faut donc bien décrire à quoi correspond l'argent. Et quand on parle de coûts ou de bénéfices, il n'y a pas que les bénéfices monétaires, mais justement, par exemple, une brebis, c'est très pratique pour tondre un champ. Et c'est aussi très pratique quand on a une yourte, qu'il y a du feutre dans la yourte. Le feutre, c'est fait avec de la laine. Il faut tous les ans aérer la yourte, il faut réparer la yourte, et la laine des moutons peut servir à réparer la yourte. Donc vous avez comme ça un circuit extrêmement court, d'un habitat qui extrêmement peu onéreux. Et donc voilà, c'est pour ça que les colonnes, chaque fois j'ai mis en argent les bénéfices en argent et en nature, pour sortir uniquement de ce prisme-là. L'autre élément important, c'est ce tableau que vous ne voyez pas davantage, et j'en suis vraiment désolée, c'est que les gens n'évaluent pas uniquement leur mode de vie au présent.
Je ne sais pas vous, mais vous projetez en permanence des choses. Et donc là aussi, ce qui a été extrêmement intéressant dans les alternatives écologiques que j'ai pu étudier, c'est qu'ils ont en permanence 2 systèmes d'évaluation qui est aujourd'hui le tunnel de maraîchage, il est à moitié envahi par les ronces, mais demain, un jour prochain, je vais récupérer une moitié de ce tunnel de maraîchage. Et donc, aujourd'hui, j'habite dans une yourte, mais demain, j'en aurai 2. Et aujourd'hui, il y a 2 yourtes, il y a 2 yourtes, en fait. Et ils étaient en phase de construction d'une 2e yourte. Et donc, ils préparent l'emplacement de la seconde yourte. Et donc, en fait, la vie quotidienne est parsemée de ces moments où on prépare l'arrivée d'un autre équipement. Et donc, du coup, moi, j'évalue de cette manière-là le maraîchage au présent et puis tel qu'il devrait être, au conditionnel. Parce que là aussi, ça vous donne des idées de projection. S'ils vous disent le maraîchage futur conditionnel, c'est pour faire un camp scout pour pour les identitaires. Je veux dire, là, vous avez d'emblée l'idée que ça ne va pas être la population alternative écologique et ça sera d'ailleurs un autre type de maraîchage. Donc, en fait, les projections sont extrêmement importantes et permettent aussi d'évaluer en fait des projections politiques en fait assez importantes. Les enquêtes emploi du temps, pour résumer sur la question matérielle, donc ces alternatives écologiques, à quoi tiennent-elles du coup matériellement à partir de l'enquête ethno-comptable que j'ai faite? Elles tiennent à une opération d'achat ou en tout cas la possibilité d'accéder à des parcelles de terre foncière. Ça, c'est un point fondamental. Au point même que s'il y avait une politique sociale à faire pour favoriser les alternatives écologiques, c'est pas nécessairement de donner de l'argent pour acheter, c'est de donner accès à une terre. Et donc, en fait, eux, c'est leur principal problème dans la vie. C'est j'accède à une terre, je m'y installe, je m'en fais éjecter parce que le maire change et qu'il ne veut pas utiliser la législation qui favorise l'habitat léger. Ou alors, il peut y avoir aussi des possibilités de terres non sanctuarisées, c'est-à-dire que j'achète une terre ou je m'installe à côté d'une terre, mais une énorme porcherie, je ne sais pas, de 1000 porcs va s'installer à côté, etc., etc., ou une autoroute ou un aéroport. Enfin, voilà. Donc, en fait, le fait de trouver pas simplement une terre, mais une terre qui puisse avoir une sorte de cordon sanitaire un peu loin de toute forme d'industrialisation de la terre qui va avec son cortège de pollution aussi, et puis de changement aussi des rapports sociaux, c'est très, 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 très convoité. Donc en fait, c'est pour cela que quand j'ai fait mes comptes, ce qui leur coûte le plus cher, c'est d'acheter des bonnes terres, donc dans une clairière. Et donc les bonnes terres, c'est des terres notamment un peu enclavées, un peu loin. Et donc c'est d'autres critères d'appréciation de ce que c'est qu'une bonne terre. Donc ça, c'est le premier élément vital pour ces alternatives écologiques d'implantation qui du coup conduisent à l'hospitalité dont je vous parlais. C'est que le temps de trouver une bonne terre, on accueille tous les copains et copines ou les copains de copains de copains pour qu'ils posent. On peut leur prêter un bout de terre qu'on n'utilise pas où ils vont pouvoir mettre un camion. Et donc ça crée comme ça des effets un peu hameaux dans ces lieux-là, et où il y a toujours plus qu'une famille nucléaire en général, parce que de fait, il y a des pratiques de mise en commun et communautaire très importantes. Donc liées à la raréfaction et aux difficultés d'achat de la terre et à la gratuité. C'est des populations, parce que c'est gratuit, donc on peut accumuler un petit peu de sous pour acheter une terre suivante. Donc ça, c'est le premier point, acheter une bonne terre. Deuxième point, c'est, comme je vous l'ai dit, faire réseau. Donc ça, c'est l'autre élément, c'est que j'ai pas rencontré d'alternative vivant seul et isolé. Il y a vraiment donc la capacité. Donc c'est une forme de sélection sociale en fait. Parce que c'est donc des personnes qui doivent être volubiles, qui doivent être en capacité de relationnelle en fait.
Et ça, c'est la raison pour laquelle des lieux, par exemple, comme Notre-Dame-des-Landes ou des grandes, qui vont admettre des populations plus variées, en fait, vont permettre à des personnes qui, parfois, n'ont pas ces compétences relationnelles, que ce soit pour des raisons parfois aussi psychiatriques, mais aussi d'histoire sociale extrêmement... je repense à la bonne ou mauvaise victime de tout à l'heure, là, et qui donc vont justement pouvoir offrir des lieux où cette forme de sélection-là, que j'ai vue par ailleurs, est beaucoup moins développée, même si ça intervient après, hein, quand même. Ça reste un sujet important. Troisième point, c'est la possibilité c'est le fait d'être polyglotte. C'est des personnes qui sont polyvalentes, qui sont en capacité aussi bien un accès à des savoirs d'une extrême diversité. Je crois que je dois m'arrêter, en fait, bientôt. D'une extrême diversité, c'est qu'ils sont à la fois capables de réparer une machine agricole ancienne, non motorisée, et de faire marcher un petit tracteur. Ils sont à la fois véhiculés avec une voiture, mais ils auront aussi des copains qui font du cheval de trait. Ils ont la possibilité... donc, ils sont dans une double connaissance. Ce n'est pas des connaissances qui s'excluent, c'est qu'ils les cumulent. Et donc, ça, c'est aussi Et donc, ça crée très singulièrement chez cette population une grande assurance. L'assurance, non pas au sens assurantiel, mais l'assurance de savoir qu'ils ont en capacité d'activer des savoir-faire, les uns oubliés, plus vernaculaires, et d'autres tout à fait de leur temps et de leur époque, et qui peuvent, selon les situations, très rapidement basculer de l'un à l'autre. Et donc, ça leur donne, à contrario, l'idée que celles et ceux qui ne vivent qu'adossés au régime de production et de consommation sont particulièrement démunis. Et donc, ça change complètement le monde social. C'est-à-dire les démunis, c'est ceux qui ne dépendent que de la consommation, doivent tout acheter pour vivre, ne savent rien faire de leur dit-toi. Et de l'autre côté, les formes de richesse, au contraire, sont celles et ceux qui sont en capacité de pouvoir s'en soustraire. Et donc ça crée des formes d'assurance et qui sont entretenues dans ce petit monde hospitalier. L'autre élément, et je pense qu'il faut que j'arrête, c'est que l'autre élément, c'est un régime d'attention très particulier qui tient à la capacité précisément de naviguer entre deux registres d'évaluation du monde, à la fois industriel et anti-industriel. Et là, j'ai voulu représenter une année de leur vie avec tous les flux rentrants et sortants qui arrivent à la yourte, à la fois marchands. Vous avez vu qu'il y a très peu de choses en fait, qui sortent de la yourte et qui est vendue. Et ça leur permet de gagner 1 300 € à peu près par mois et de vivre toute l'année à 3. Hein, c'est pas beaucoup, donc c'est sous le seuil de la pauvreté. Ils s'estiment néanmoins riches, entre guillemets. Ils sont propriétaires d'un peu plus de 9 hectares de terre. Mais ce qu'on voit, c'est que beaucoup de relations sont rentrantes et surtout à l'intérieur même de leur façon même de leur terrain, en fait. Et donc, ce qui est assez... ce que je voulais peut-être finir là-dessus, c'est que... Donc là, je vous représente une petite maisonnée, en fait. Je voulais mettre en évidence que c'était, les capacités de résistance d'une maisonnée de subsistance. Donc, une maisonnée, en fait, c'est pas une famille. Une famille nucléaire, c'est d'ailleurs hétérosexuelle, et c'est des familles de consommation et qui sont organisées autour de la parenté. Les maisonnées, elles ne sont pas organisées autour de la parenté, elles sont organisées autour du fait que tous les habitants de la maisonnée doivent contribuer à la subsistance commune de la maisonnée. Donc il y a des gens qui peuvent être apparentés, mais pas apparentés. C'est vraiment une organisation qu'on trouve dans plein de pays du Sud, où il n'y a pas du tout cette idée forcément de famille nucléaire, mais on appelle ça la parentèle élargie, mais avec beaucoup de gens qui circulent. Et la caractéristique de ces maisonnées, c'est qu'elles ne sont pas anthropocentriques. Elles ne sont pas fondées juste sur le maintien et la reproduction des êtres humains. Elles sont complètement reliées au fait que des animaux vivent sur place et de plein droit doivent avoir une subsistance digne, mais aussi des plantes, mais aussi des outils. Et donc c'est une maisonnée qui fait bloc avec tout un monde extrêmement fourmillant, ce qui fait qu'au départ j'avais 2 personnes, mais en fait si je compte les vaches, les chèvres, les milliers d'outils, ça commence à devenir extrêmement énorme. Et donc cette maisonnée, elle a aussi pour caractéristique d'être dédiée
c'est un lieu de travail. Et c'est peut-être là-dessus que je voudrais conclure, c'est qu'en fait, on a beaucoup dit ces populations, elles ne sont pas dans le marché du travail. Beaucoup ne sont pas forcément même de fiches de salaire. Et pourtant, moi, je n'ai vu que des gens qui n'arrêtaient pas de travailler, mais travailler à des activités qui ont été déqualifiées en termes de travail. Et donc, vivre dans une maisonnée, c'est ne pas se soustraire, c'est être dans l'obligation de participer au travail de reproduction de la vie dans cette maisonnée. Et donc, il y a un principe d'égalité assez fort, en fait, qui fait que même si vous êtes visiteur, vous n'allez pas vous asseoir dans un fauteuil, vous allez devoir participer. Et donc, ça crée des formes assez importantes de tous âges. Les enfants, ça redistribue beaucoup la façon dont on organise les relations sociales. Voilà, donc je m'arrête. On vous laisse faire circuler les micros. Ah oui, t'en as pas. Bah oui, je te le donne. Bonjour. Est-ce que, là, vous n'avez pas parlé de politique. Est-ce que on peut dire qu'ils ont une vue politique commune, ou est-ce qu'ils ont tous des vues différentes? Et est-ce que les mouvements politiques écologiques ont un pied là-bas? Voilà. Oui, j'ai vraiment fait. J'ai pas développé dans le tableau où je montrais tous les liens qu'ils avaient avec plein de gens. Donc, ils sont reliés à un comité de soutien de Notre-Dame-des-Landes. Lui, il est à la Confédération paysanne, donc qui est le syndicat agricole de gauche. Il est aussi dans un label que je ne nomme pas, mais qui est un label local qui est contre le label agriculture biologique, qui est beaucoup plus radical et qui propose sur un système justement d'évaluation participative. Donc, par ailleurs, tous leurs copains sont... en fait, ce que je voulais montrer aussi dans cette enquête, c'est que la politisation, je peux vous dire par personne, mais ce qui est le plus important, c'est de voir que tout le groupe s'est distribué la tâche, en fait, d'aller dans des endroits, des formes d'institutions ou associatives politiques, et que, du coup, l'ensemble du groupe se tenant au courant de ce qui se passe par ailleurs, ils sont toujours en lien avec une actualité politique. Parce que c'est complexe, puisqu'ils fabriquent leur subsistance et sont très attachés, en fait, dans le double sens du terme, dans l'attachement à une terre, qui fait qu'ils ne peuvent pas du jour au lendemain dire aux vaches on ne voudrait pas parce qu'il faut qu'on aille faire une manif. Ils ont comme ça un système d'entraide politique en quelque sorte. Par contre, c'est les plus jeunes parfois, mais aussi les moins installés du groupe qui vont faire les activités militantes les plus lointaines. Et donc, c'est vraiment, je plaide aussi pour une analyse politique qui dépasse juste l'analyse par individu, pour concevoir au contraire un groupe dans son ensemble. Donc là, c'est vraiment un groupe très politisé. Merci d'avoir posé la question. Bonjour, je vous remercie déjà parce que j'ai pris du plaisir à lire le livre et puis au jour le jour les activités qui étaient très vivantes. Moi j'avais deux questions. Je me demandais si vous aviez réussi à compter, et peut-être que ça n'a pas de sens, peut-être que c'est pour ça que vous ne l'avez pas fait, enfin en tout cas la somme de travail qu'ils produisent. Moi dans ma vie il y a des moments où je travaille et des moments où je ne travaille pas. Est-ce que ça a le même sens pour eux? J'ai l'impression qu'ils travaillaient tout le temps, ou alors qu'ils étaient toujours en interaction. Je ne sais pas si vous pouviez quantifier ça. Et puis aussi, est-ce que vous savez s'ils ont le projet de scolariser leurs petites filles? Et est-ce que ça va amener ce que ça pourrait amener de modifications dans leur vie? Oui, donc le temps, ça a été de loin l'enquête la plus longue que j'ai menée, parce que ça demandait beaucoup de retraitement a posteriori, et parce que je voulais répondre exactement à la question que vous me posez, d'autant qu'ils se définissent comme Baba Speed.
et que de fait, ils sont pas speed, au sens où du lever au coucher, hein, ils marchent beaucoup pour rejoindre les différents postes d'activité. J'ai pris ce cas qui est particulièrement développé en termes de somme d'activités diversifiées. Ça va du miel au fromage. Voilà, et ils s'occupent de leur fille qui n'est pas scolarisée à ce moment-là, mais qui le sera par la suite. Et c'est un point très important pour eux, puisque ça permet de faire village, hein, donc aller à l'école du village, et ça va perturber justement leur activité, parce que quand ils se trimballent leur petite fille d'une activité à l'autre, ils sont, eux, en activité continue, mais le temps scolaire n'est pas rythmé sur le temps des vaches, des chèvres, du blé. Et donc, ça crée des obligations d'aller et retour qui trouvent très pénibles. Donc, c'est là qu'on voit aussi, sans compter la saisonnalité de l'école, hein, qui ne correspond pas du tout à la saisonnalité. En gros, il faudrait mettre le maximum de cours entre octobre et mars, et puis après, il faudrait largement les diminuer. C'est pas exactement comme ça que s'organise la scolarité. Mais donc oui, leur fille est scolarisée, même si ça heurte leur journée. Mais pour eux, c'est très important sur le plan de l'intégration sociale dans le village. Quant au temps, oui, je l'ai mesuré. Donc là, je vous donne, enfin, vous ne le voyez pas, mais moi, je peux vous le lire. De toute manière, ils travaillent 7 jours sur 7, au sens où, mais tous les agriculteurs qui ont des animaux savent qu'on ne peut pas mettre pause sur un animal, et que donc là il y a des nécessités, mais donc en fait c'est plutôt en termes de saisonnalité, c'est au mois de janvier, février ils font une relâche pour le pain et qu'il n'y a plus les vaches à traire, etc. Mais tout ça pour dire que j'ai essayé ça a été très compliqué pour moi de dissocier le travail domestique notamment, au sens strict du terme, du travail de ferme à la ferme et du travail de boulangerie, tant parfois les activités étaient superposées. Mais si je prends l'activité simplement numéro 1, une de mes grandes surprises a été de constater que Myriam faisait moins de travail domestique que la moyenne des Françaises. Et là, il m'a fallu... moins. Et donc, du coup, ça avait un caractère carrément émancipatoire, alors qu'elle n'a pas l'eau courante, etc. Et l'un des ressorts de ce moins de travail domestique, et lui en faisait plus que la moyenne, voilà, donc lui en fait plus que la moyenne des hommes, et elle en fait moins que la moyenne des femmes. Et l'une des raisons qui permet d'expliquer ça, c'est la vie en pièce unique. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, ils peuvent superposer énormément de temps, puisque ils vivent au milieu de cette yourte, et ils ont par ailleurs un rapport au temps de maximisation, de superposition constante. C'est pour ça que je parlais d'un régime d'attention particulier, nous qui sommes habitués à scinder nos vies, à avoir des vies segmentées avec des temps très séparés. Là, c'est un autre rapport qui fait que du coup la frontière travail-non-travail s'estompe, hein, c'est très compliqué, et eux-mêmes me disent comment tu vas qualifier ça là ? Est-ce que c'est une scène de ménage parce qu'on n'arrive pas à tailler les arbres et qu'on n'est pas d'accord, ou alors est-ce que c'est une scène agricole ? Est-ce que c'est un moment sympa parce que des copains débarquent et qu'on taille les arbres et qu'on boit du sirop en même temps ? Du coup, moi, j'arrête où le chronomètre ? Et donc, c'est vraiment aussi un rappel, un appel à travailler sur la qualité du temps passé, et que du coup, ils ont des journées extrêmement pleines. Et donc, c'est comme ça que j'ai essayé de séparer le temps entre du temps tendu et du temps distendu. C'était un peu ça, plutôt, mes catégories. Mais du coup, ils travaillent par jour. Mais ils dorment énormément. Ils dorment plus que la moyenne. 9 heures, plus de 9 heures, en fait. Ils sont épuisés à la fin de la journée. Est-ce qu'ils sont ouverts à ce que leur fille ait une vie autre que la leur ? Ça, seul l'avenir le dira. Elle n'est pas encore majeure. J'ai mis 10 ans à écrire ce livre
pour plein de raisons, puisque j'ai fait d'autres enquêtes par ailleurs, mais parce qu'aussi ces enquêtes, c'était pas une enquête immersive dans mon cas, mais périodique. Le fait de la raconter de cette manière-là m'a pris beaucoup de temps, donc je peux voir maintenant quand même les évolutions. Ce qui, c'est là pour moi, c'est je peux répondre que de façon quantitative, et pour ça il faudrait d'autres enquêtes. Mais pour savoir si les alternatives se reproduisent et se maintiennent. Ce que je sais, en revanche, c'est que moi, mes enquêtés, il n'y en a que 10% qui sont nés, enfin, qui ont des parents qu'on pourrait déjà classer dans les alternatives. Ça veut dire que la majorité a eu une éducation tout à fait conventionnelle. Ce qui dit quelque chose de l'attractivité du reste de ce mode de vie, hein, qui n'est pas réservé à simple... Mais du coup, il faudrait maintenant enquêter sur qu'est-ce qui se passe sur ces enfants. Je constate qu'il n'y a pas tant d'enfants, ils n'ont qu'une petite fille, et que c'est pas une population qui est avec beaucoup des familles très nombreuses. Donc il y a aussi le nombre d'enfants qui va compter. Mais en tout cas, là c'est vraiment un autre type d'enquête. Voilà. Dans leur cas précis, je ne peux pas encore vous dire. Sinon, que les toilettes sèches, ça reste un souci pour les ados quand ils accueillent des copains, puisque c'est un des points communs de toutes mes enquêtes alternatives. J'en ai fait même un des critères, non pas de choix de ma part, mais de repérage de l'alternative écologique rurale, c'est que de toute manière, il n'y a plus de toilettes à eau, c'est que des toilettes sèches. Et là, forcément, inviter des copains adolescents, les familiariser aux toilettes sèches, ça fait que j'ai eu des témoignages d'ados qui disent « j'invite pas les copains chez moi », parce que ça, c'est le point... complexe à expliquer. Voilà. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut étudier sur la longue durée. Est-ce que vous diriez que vous avez vu une forme d'organisation qui était plutôt autogérée dans la gestion de la vie quotidienne, ou au contraire plutôt assez organisée de façon hiérarchique en fonction du temps passé ou des spécialisations de chacun, chacune, etc. Alors moi, je viens des études de genre, donc autant vous dire que la division genrée du travail, c'est mon prisme. Et ça faisait partie de mes questionnements, de me dire, il ne faudrait pas qu'elle se retrouve à en faire beaucoup plus et avoir des formes de pénibilité, et qu'on reconduise des formes patriarcales d'organisation sous couvert d'alternatives radicales, écologiques, etc. C'est vraiment un point qui m'importait, d'où l'enquête emploi du temps. Je voulais vraiment vérifier, et pas simplement le temps, mais la qualité du temps. Je suis allée jusqu'à voir s'ils avaient de la pénibilité semblable. Et là, j'ai été vraiment totalement scotchée par mes résultats statistiques, microstatistiques, c'est qu'ils étaient dans des pourcentages totalement équivalents quand je rentrais dans la qualité du temps passé. Et donc ça a été un premier point quand même dont j'avais la perception dans l'enquête, mais je ne fais pas confiance. On a bien vu, hein, même, on est pris dans des... Il faut toujours, pour moi, vérifier ces représentations. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est pas une organisation, et c'est même elle, en fait, qui prend, pour plein de raisons, des formes d'ascendant, en fait, dans cette histoire-là. Et c'est un groupe, par ailleurs, il dépend d'un groupe qui se qualifie pas d'écoféministe, mais dans lequel les femmes sont extrêmement à l'honneur. Et l'autre chose qui caractérise par contre beaucoup de ces alternatives écologiques que j'ai pu voir, qui sont très disséminées, c'est qu'elles sont polycentriques. Alors, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas des centres, des gens ou des lieux qui sont plus proéminents que d'autres, mais en revanche, ils ne sont pas tout seuls. Enfin, et donc, moi, ce que j'ai observé, s'il y a des formes d'organisation hiérarchique qui se mettent en place, c'est que cette fameuse hospitalité dont je vous parlais permet de redistribuer des cartes par le déménagement, qui fait que si vous vous trouvez dans une situation d'emprise ou de trouver des formes hiérarchiques qui ne vous conviennent pas, vous déménagez dans le terrain d'à côté. Et ça, c'est vraiment un point aussi extrêmement important qui fait apprécier le nomadisme, non pas sous un prisme, au contraire, de déviance, mais comme un moyen vraiment de rectifier assez rapidement des situations d'inégalité en tout genre. Et donc, ça, c'est aussi un des leviers très importants pour échapper à des formes hiérarchiques.